Sans date, en décembre 1905. Aujourd'hui des visites et une vente de charité. J'ai passé quelques quarts d'heure chez les Bourdais, comme je le fais maintenant régulièrement 3 ou 4 fois par semaine. Note. Catherine a connu Fernand Bourdet, sa femme Marguerite, née Vallée-Pléville, et leurs 3 fils en Bretagne pendant l'été de 1901. Fernand Bourdet, ingénieur, était en décembre 1905 en train de mourir d'urémie. Catherine s'entendait particulièrement bien avec lui, qui excitait son goût de la répartie et du trait d'esprit. Elle l'appelait son père de mère, père, P-E-R-E, mère, M-E-R, puisqu'elle s'était liée d'amitié avec lui au bord de la mer, ou son repère. Plus tard, lors d'un séjour commun à Vichy avec les Bourdais, Thérèse Pozzi commenta ainsi dans une lettre à sa fille, alors étudiante à Oxford, les mœurs de la famille Bourdet. Guillemets. Trop de fleurs et de prévenance. Fin de guillemets. Elle ne fit pourtant rien, de son côté, pour freiner l'intimité croissante de sa fille avec les fils Bourdet. Reprise. Il se meurt vite, si vite. Elle qui est admirable me dit que je leur fais du bien en y allant et j'y vais. Je leur fais du bien. Pourquoi est-ce que je veux leur en faire? Me demandai-je, lorsque, pelotonné dans le coupé, dans mes velours et mes fourrures, je remontais au grand trot de la jument baie, elle a du sang, cette bête décidément, les Champs-Élysées, que l'exposition d'automobiles du Grand Palais illuminait en tous sens de traînées électriques. Voilà que je recommence mon style impubère, étrange. Suis-je bonne? Oh, ce mot! Au Bourdet pour rien? Non, je le suis par orgueil, et même par vanité, hélas. Je veux qu'elle me loue à ses amis. Je veux augmenter ma personnalité dans un sens où elle n'a pas beaucoup brillé encore. Cathy, cela n'est pas toi. Cathy, cela n'est pas toi. Cela est encore une vieille petite guerre de l'espoir. T'augmenter dans tous les sens pour qu'il, avec un I majuscule, entende ton nom et l'écoute. Grosse bête, sois bonne, non pour t'augmenter en large, non pour approcher de Dieu, il n'y a pas de chemin. Sois bonne, parce que notre monde est mauvais, qu'on souffre tout le temps et puis qu'on meurt et qu'on n'a rien, rien à aimer en somme que les autres en bloc. Seule forme de l'égoïsme légitime, cette bonté-là. Nancy Ster disait, phrase en anglais traduite, Nancy Ster, dont Catherine fit la connaissance en Angleterre, disait Dieu a si mal fait les choses, Nancy doit les rendre meilleures. Reprise. Madame Jaël dit, de sa volontaire voix douce, guillemets, quand j'étais jeune, j'ai trouvé quelque chose de très simple, qui m'a depuis servi de règle morale pour toute ma vie. On fait le mal, et il en résulte pour vous quelquefois du mal, quelquefois du bien. On fait le bien, alors c'est toujours du mal qui résulte pour vous. On est toujours puni du bien que l'on fait. Vraiment, Catherine, ce serait trop beau si l'on pouvait faire le bien sans l'expier. Fin de guillemets. Je continuerai donc d'apporter de la jeunesse et de la maya, note. Maya est un terme de la philosophie indienne, signifiant illusion. C'est en fait à la fois l'apparence des choses que les humains prennent pour la réalité et qui rend la vie supportable, la puissance d'illusion qui est en l'homme et la force divine qui crée cette illusion. Schopenhauer s'est inspiré de la Maya hindoue dont il fait l'illusion du bonheur, produite par le vouloir vivre. Quant à Catherine Pozzi, elle a nommé Maya l'un de ses rares poèmes écrits en 1932, mais elle y fait certainement plus référence à la civilisation des Mayas d'Amérique latine. Reprise. Je continuerai donc d'apporter de la jeunesse et de la Maya rue de la Pépinière. Note. 14 rue de la Pépinière, 8e arrondissement. Adresse des Bourdais. Reprise 3 fois par semaine
aidant cela l'humanité, donc moi-même, et je n'en espérerai rien que des tuiles futures. Note. Elle ne croyait pas si bien dire. C'est parmi les trois fils Bourdet, André, Édouard et Michel, que Catherine trouva d'abord un flirt, puis son mari. Avec André, elle eut une amitié amoureuse qui tourna à l'aigre. Ce même André se battit en duel avec son frère Jean en 1912 pour des raisons d'ordre privé. Avec Édouard, dit Bacca, Catherine se maria le 26 janvier 1909, non sans provoquer une incompréhensible opposition d'André, déjà marié pourtant à Denise Poiret, et quelques années de brouille. Malgré la naissance de leur fils Claude en 1909, le couple que formaient tant bien que mal Catherine et Édouard Bourdet ne tarda pas à se déchirer. Catherine allait quitter le domicile conjugal pendant la guerre et divorcer. Sans date, décembre 1905. Ton grand malheur, c'est d'être une femme. Renan disait, guillemets, il y a peu de gens qui ont le droit de ne pas croire, fin de guillemets. Dans la même direction, guillemets, il y en a peu qui ont le droit de ne pas avoir de principe, fin de guillemets. Pour agir par-delà le bien et le mal, il faut être monté par-delà le bien et le mal. Plutôt un dévot qu'un homet, H-O-M-A-I-S. Plutôt un prud'homme qu'un cochon. Sans date, décembre 1905. Je suis arrivée l'autre matin chez Madame Jaël après une nuit d'angoisse et, mon Dieu, cela m'a torturé toute ma vie et maintenant j'en meurs. Je sais que, page partiellement découpée, plus triste que la douleur, page partiellement découpée, et en anglais, qui sait que je vous connais si bien? Je me suis traînée chez Madame Jaël, puisqu'elle m'attendait. C'est au piano que j'ai pu mesurer ce que de telles nuits se payent. J'ai joué comme avec des mains qui auraient été enterrées 8 ans. Et puis, j'ai enlevé la musique du chevalet et me suis levée et mise à pleurer. Guillemets, je n'ai plus de courage, fin de guillemets. Oh, il me semblait que j'avais passé la nuit à lutter contre le monde. C'était contre moi-même et j'avais été vaincue. En anglais, mon Dieu, vous n'existez pas, vous n'existez pas. Pourquoi m'avoir donné cette volonté indomptable? Si ma chair était faite pour aimer, pourquoi la fierté, l'intelligence, puisque, page découpée. Madame Jaël n'a rien pu comprendre, mais a vu que j'avais très mal. Voici ce qu'elle m'a écrit après, italique. Catherine, souvent, on voit les choses de trop près. Elles vous englobent. On ne peut plus alors ni penser en arrière, ni penser en avant. On est comme emprisonné par une réalité unique, mais dans ces moments, il y a aussi des forces cachées qui se révèlent. On doit sortir de ces prisons comme libérés d'une infériorité, d'une ignorance. Le savoir, c'est souvent ainsi qu'il se forme malgré vous. Mais qui oserait dire qu'il est inutile? Fin d'italique. C'est beau, comme elle-même. Mais sortir de cette prison-là, il n'y a qu'un moyen. Oui, je suis enfermée. 19 décembre 1905. En anglais, histoire de Bob. Note. L'identité de ce Bob n'a pu être déterminée. Une seule certitude cependant, il ne s'agit pas de Bob de Traz, qui a pourtant lui aussi séjourné à Oxford au début du siècle. Reprise. Histoire de Bob. Juillet à Cottesmore, puis écrit en anglais. Un peu. Suit un long texte en italique écrit en anglais. Voici la traduction. Histoire de Bob.
Une fille rend visite à Miss Howard, la surveillante. Cette fille est gentille et inintéressante, Miss Hartley. Au moment où elle prend congé, Miss Howard me demande de l'accompagner. Je me lève et obéis, assez contente d'avoir l'occasion de faire connaissance avec une nouvelle famille anglaise. Et elle, la fille, a dit, guillemets, oh, il n'y a personne que Bob. C'est tout. Fin de guillemets. Donc, voyons ce Bob. Entrant dans le salon des Hartley, quelques minutes plus tard, le père, la mère, les filles prenant leur thé, un garçon à l'allure excessivement anglaise, le fils, Bob, nonchalamment assis dans un fauteuil fume. Je le comprends d'un seul coup d'œil, ce garçon-là ne sera jamais amoureux de moi, se dit en riant Suchet, la panthère sous le corps. Une semaine après, le garçon est tombé amoureux. Avec cette curieuse particularité concernant l'événement, c'est que je n'ai jamais, même seulement, essayé de l'attirer. Près de lui, je me sens presque dominée. Une semaine plus tard, il sait comment me parler, il sait comment m'écrire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sache tenir mon âme, comme il dit, si absolument. Je ne veux pas l'aimer. S'il peut tenir mon âme, il ne peut la comprendre toute. Et s'il ne peut pas la comprendre toute, c'est comme s'il n'avait rien compris au reste. Je ne l'aimerais pas, non. Bien qu'il ne supplie jamais, bien que je ne puisse pas le blesser, bien que son clair regard droit dans mes yeux soit plus que ses étreintes qui voudraient bien être. Je ne l'aimerais pas. Il ne sent pas l'art, il ne comprend pas la poésie, il ne se soucie pas de littérature, il ignore la philosophie, il ne doute de rien, pourtant j'ai peur. Je reviens en France, libre, mais oh, le plus jamais, oh mon, ce qui aurait pu être. Août, septembre, novembre, décembre. Il écrit. Ses lettres font toutes 12 pages. Il approche toujours plus. Je crie parfois du fond de ma solitude. Pourquoi un tel ami? Et pourtant intellectuellement si éloigné et hélas, socialement si éloigné de moi. Et puis, il semble que je ne peux plus supporter la solitude. Oh mon amour, même si nous sommes tellement loin l'un de l'autre, viens et emmène-moi. Mais, dit Psuchet, donne-lui l'occasion d'une nouvelle épreuve. Tu m'as dit que s'il n'avait pas tout compris, il n'avait rien compris. Fais-lui subir une véritable épreuve et vois. Oui, Psuchet, je vais t'obéir. Et donc, je laisse de côté dans cette lettre que je lui écris ce que les Français appellent notre fausse honte. Et donc, dans cette lettre, avec une vérité plus dure que dans les autres, je suis vrai. Nous allons lui donner une chance de mal comprendre cette vérité. Lisez, Bob. Vous qui avez été si important. Vous que j'ai tant paré de chimères dans mon imagination, lisez. Voici une Cathy que vous devez saisir comme vous avez saisi ces Cathy sœurs. Parce que, si vous ne vous rendez pas maître de celle-ci, les autres Cathy ne seront pas à vous. Ô Psuchet cruel, sans pitié, vous le saviez. C'était la manière de rompre l'enchantement, c'était la manière de... Ô Cathy, la plus folle de la série des Cathy. Une fois encore, tu as été... Pourtant, tu es... moi, comme les autres. Je ne te renierai pas, ma pauvre petite souffrance. Bob ne t'a pas prise au sérieux. La plus folle Cathy de la série des Cathy. Pour la première fois, tu lui as montré ton visage souillé par les larmes, ravagé par la passion, et je jure qu'il a pris cela pour un masque mis par caprice pour faire semblant. Pas une parole tendre ne viendra de lui pour adoucir les sanglots de tant de nuits amères lourdes encore à ton cœur volontaire. Cathy,
la plus folle de la série des Cathy. Prends par la main tes sœurs qu'il a dominées et emmène-les loin de lui, loin avec toi. Relève ton visage affamé et condamné et vis durement. Ris à l'oublier. 22 janvier 1906, plus un mois. Sous forme de poème en français, épilogue étrange. Il pèse sur tes épaules, il brûle ton cœur, il met des trésors d'angoisse dans les jours joyeux. Il te marque pour toi-même, sceau mystérieux. Il te marque pour toi seul, yapas d'âme sœur. Il peut enivrer ta vie, sauvage bonheur. Il t'éblouit, il t'emporte, il ferme tes yeux, il te réveille. Il te crée, t'emmène loin d'eux, et t'offre dans un silence l'éternelle fleur. Le meilleur monde impossible. Note. Ce poème a été recueilli dans Catherine Pozzi, œuvre poétique. Reprise. Le meilleur monde impossible, Leibniz s'est trompé, trop sincère, trop splendide pour une entité qui ne sera qu'en ton âme ou ne sera pas. Tout un monde et lourd de choses, songe, atlas, psyché, mieux vaut nous saigner ensemble d'un petit coutelas. Il n'a été qu'en ton âme, mais n'a pas été. Autre note, qui était à partir de Monde impossible, à l'évidence, Catherine a d'abord inscrit Meilleur monde possible, puis elle a modifié. Dernier vers, One more sigh, un soupir de plus. Sans date, vers mars 1906, environ plus de 3 mois. C'est en anglais, traduction. Elle voulait que je sois sa maîtresse. Elle était plus que belle. En elle un esprit et une âme. Elle connaissait tout de l'amour. Mieux que... Oh, à Alexandrie. Son regard était plein de tendresse profonde, aussi sérieux que la mort. Ses yeux brillaient d'étranges intentions diaboliques. Ses yeux riaient avec l'allégresse de Mowgli et au cœur de sa jungle. Ses yeux retenaient les plus amères larmes de la passion. Le contact de ses mains, apparemment indifférent, était la plus excitante des caresses. Et sa voix, qui en avait rendu fou plus d'un, finit par me faire trembler aussi. Personne ne lui avait jamais résisté. Parce que j'ai résisté, elle perdit la tête. Et même le sens commun. Je la désirais, et cela ne fit qu'adoucir cette histoire. Aimables enfants, c'était un conte de fées. Durant tout un mois, mes nuits furent des agonies de désir, où résonnait son nom. Au matin arrivaient ses lettres, parachevant le travail de la nuit. Pourquoi aurais-je honte? Jusqu'à ce que je connaisse cette femme, je ne comprenais vraiment pas sa faute. Si je ne suis pas devenue Mnasidika, c'est pour toi, Psyché, ma destinée terrible. Maintenant elle écrit, mais en lisant, je ne pâlis plus. Même lorsque je rappelle l'ancienne ivresse, elle ne revient plus à ma volonté. Je me suis réveillée d'un cauchemar doux amer, plus solitaire, sans nouvel espoir. Plusieurs m'ont aimé. Aimé? Des amours qui ne durent pas. Sont-ils, étaient-ils l'amour? Des hommes pourtant ont tremblé. À mes côtés ont pâli. J'ai souvent entendu cette étrange résonance de la passion dans une voix. Des larmes et des larmes coulèrent, qui parfois excitèrent ma pitié, parfois ma colère contre moi-même, et souvent ne firent que m'ennuyer. J'ai vu des visages penchés trop près du mien se métamorphoser en un instant, devenir obsédés, inconnus, presque sauvages. Tous ces visages, toutes ces voix, toutes ces âmes ont aujourd'hui oublié, qu'importe. Cela ne m'a jamais, vraiment jamais rien fait. Cependant, oui, c'est important. Cela importe que rien ne dure, que rien ne demeure, que rien ne se perpétue. Dieu, comme vous nous faites mourir souvent avant que ne vienne la mort. Dieu, que nos vies intérieures soient comme les vies qui les revêtent, faites des jours qui s'enfuient. Dieu, laissez-moi vous ressentir à nouveau, que je puisse tourner mon cœur vers
la réalité. Une note qui était au milieu de ce texte était la suivante. Dans les chansons de Bilitis, Mnasidika, la femme enfant, est la compagne de Bilitis à Mytilène. Ce texte, créé de toutes pièces par le génie érudit et mystificateur de Pierre-Louis, est ainsi présenté par lui. Guillemets. Mnasidika semble avoir été une petite fille très douce, très innocente, un de ces êtres charmants qui ont pour mission de se laisser adorer, d'autant plus chéris qu'ils font moins d'efforts pour mériter ce qu'on leur donne. Fin de guillemets. Mai 1906, plus 2 mois. En anglais, voici la traduction. L'autre nuit, j'étais allée me coucher assez tôt et n'ayant pas envie de dormir, je suis restée assise au milieu des coussins, les yeux ouverts dans le noir. Alors l'image de la mort s'approche à nouveau de moi. Non la mort comme je l'avais rêvé, imaginée quand j'étais petite, mais la mort que j'ai vue il y a un mois, immobile sur le visage et le corps de mon ami. Père de mère, MER. Cette mort, ce confondant mystère capable de changer en un instant une forme humaine en une poupée terrible, mystérieusement angoissante, j'y pensais et y repensais. La chambre était si sereine et la maison de même par hasard. Visage ardent de Cathy, visage passionné de Cathy, visage moqueur. Toi aussi tu seras touché, et par cet esclavage. Tu seras frappé, et de rigidité pire que de rigidité. Bientôt, dur destin de ne pas comprendre. Guillemets. C'est seulement quand on rencontre pour la première fois la mort que l'on s'attache à la vie. Fin de guillemets. Dit Romain. Roland. 13 mai 1906. Madame Mazza, Alexandre, Serge et Marianne Feydeau en électrique. Sabine, Carolus Durand, Mazza, note. Madame Mazza était l'une des 2 filles d'Alexandre Dumas fils et de la princesse Narishkine. Colette Dumas, morte en 1907, avait épousé en premières noces Maurice Lippmann, avec qui elle avait eu un fils Alexandre, puis en secondes noces Achille Mazza. Marianne Feydeau, veuve du romancier Ernest Feydeau, mort en 1876, et mère de Georges Feydeau, mort en 1921, dont les vaudevilles triomphaient alors. Reprise. Mazza et moi en fiacre à pétrole. Saleté, barbare, stupide, turbulence, hermaphrodite, sport, mi-utilité, mi-volupté, grossier moyen de rendre le monde petit, qu'en passant je t'injurie donc un peu. Nous tous et toutes sommes allés goûter à la Boulin. En traversant Versailles, je suis descendue chez Pierre Hepp, H-E-P-P. Note, Pierre Hepp, mort en 1948, protestant alsacien converti au catholicisme, était peintre. Il est l'un des fondateurs de la revue Les Essais, où il publiait ses articles de critique d'art, ornés de ses culs de lampe. Reprise. En traversant Versailles, je suis descendue chez Pierre Hepp, un petit salon très provincial, un petit jardin assez conventuel, et pourtant Guinguette, une vieille mère, très bonne femme, qui court appeler son fils Pierre, une plus vieille grand-mère au bandeau plat. C'est là-dedans que je retourne goûter mercredi avec Élémir Bourges, Maurice Barrès, un neveu de Barrès, et Madame de Noailles. Note. L'héroïne, non, pardon, excuse-moi. Note. L'écrivain, symboliste, Élémir Bourges, mort en 1927, était l'ami de Samuel Pozzi. L'auteur du Crépuscule des dieux, 1884, membre de l'Académie Goncourt depuis 1900, eut une grande influence sur Catherine, qui était sensible à son esprit wagnérien comme à son lyrisme élisabétain.
Maurice Barrès, mort en 1923, chantre du nationalisme et anti-Desfrusards, était alors en pleine gloire, à la veille d'être élu député de Paris et membre de l'Académie française en 1906. Anna de Noailles, morte en 1933, était quant à elle l'auteur fêté de 2 recueils de poèmes et de 3 romans. Tous les deux en étaient aux premières années de leur tumultueuse liaison qui allait durer de 1903 à 1923, avec une longue interruption de 1908 à 1917. Pendant cette rupture, Charles Demange, le neveu de Barrès dont il est question ici, allait tomber follement amoureux d'Anna de Noailles et se suicider par désespoir, croit-on savoir, en 1909. Reprise. C'est là-dedans que je retourne goûter mercredi avec Élimir Bourges, Maurice Barrès, un neveu de Barrès, et Madame de Noailles. Ah, que j'ai du goût, comme dit Claudine, note l'héroïne de la fameuse série des Claudines, livre signé depuis 1900 par Willy, alors qu'ils furent écrits par Colette, morte en 1954. La romancière venait de faire paraître sous son seul nom Dialogue de bêtes, 1904. Catherine Pozzi, qu'il avait connue parmi les relations mondaines de sa mère, allait la fréquenter de plus près pendant la Première Guerre mondiale, à l'époque où Colette forma une sorte de phalanstère avec Marguerite Moreno et Musidora. Reprise. Ah, que j'ai du goût, comme dit Claudine, se délectant devant une situation bien incongrue. J'emmènerai Anna jouer au golf après, ça lui donnera l'occasion de faire la métonnée à bouche que veux-tu. Qui te souffle tes poèmes, aux grandes ailes, petite pain-bêche? Il y avait Raoul Duval au golf, avec une belle Anglaise naïve, qui doit, paraît-il, aller je ne sais où en ballon avec 1500 mètres, et redescente, avec des phrases colorées de quoi faire les frais de plusieurs dîners. Nous sommes revenus à 7 heures, sur des routes odieuses, grouillantes d'êtres, de roues. Ce soir, il me semble que cette journée n'a pas été. Je n'en conserve aucune impression de réalité. C'est drôle. Pour que j'aie ce sentiment d'heures passées, d'heures existées, il faut que le fond de ma conscience ait pris une certaine part à la vie. Je sens que pour des jours comme celui-ci, qu'ils n'ont pas marqué, je sentirais presque que je n'en suis pas plus vieille, malgré la mélancolie qu'ils laissent. Ma paix, en même temps que ma vie, ce n'est que dans ce qu'on appelle en style de manuel les grands spectacles de la nature que je vous trouve. Oui, littérature, distraction, occupation, amitié, aller-venue, sourire, parole, lecture, opinion, histoire, avis, service, corvée, plaisir, devoir, geste. Pourquoi m'userais-je l'esprit à vous maudire? Vous n'existez pas. Et pourtant, vous musez. Ô grand spectacle de la nature, comme elles sont rares les heures que vous m'avez données. Est-ce qu'un jour, je n'aurai plus soif de vous? Évidemment oui. Et la lecture de ceci ne réveillera pas dans mon cœur, ainsi que je m'en flattais ingénument il y a quelques volumes, la larme sacrée qui dormira peut-être. Pauvre petite Cathy, cependant. 17 mai 1906, 9h du soir, dans mon lit. J'ai été chez Fraya, note. Madame Fraya, morte en 1954, célèbre médium de la Belle Époque, qui escortait au chevet de ses malades le docteur Wachilde, premier vulgarisateur de la psychiatrie et ancien médecin de Nietzsche. Catherine a parfois accompagné sa mère chez des voyantes, ce qui était alors tout à fait à la mode. Plus tard, Catherine continuera à croire à ces pratiques pourtant peu rationnelles.
Ainsi, elle raconte, au début d'Agnès, sa nouvelle autobiographique publiée du temps de sa liaison avec Paul Valéry en 1927, une de ses séances, guillemets. La chiromancienne ne m'a pas dit votre nom, elle m'a dit je le vois, il a du génie, il a l'air très jeune quand il rit, fin de guillemets. Elle a annoncé aussi que je vous rencontrerai dans un endroit où je ferai des kilomètres et des kilomètres. Je me demande où cela sera. Je ne peux pas attendre très longtemps, c'est pour cela que je suis allée consulter afin de savoir quand vous arriveriez. Mais il paraît que ma vie retarde sur ma main. Si vous n'y entriez que tard, non, elle s'est trompée. Reprise. Je suis allée chez Fraya, j'y conduisais l'inerte et violente Jeanne Rabier, note, Jeanne Rabier, fille d'Élie Rabier, mort en 1932, philosophe originaire de Bergerac, membre du Conseil d'État, était un ami de Samuel Pozzi. Catherine écrivit 7 ans plus tard dans son journal d'adulte, alors que la présence de la rousse Jeanne Rabier à la Grollet excitait son mari, guillemets, il n'y a rien à en dire, elle n'est pas méchante, et peut-être quelquefois est-elle vraiment bonne. Pourvu qu'elle couche, elle veut du bien à tout le monde. Fin de guillemets, 1913. En octobre de la même année, lors d'une soirée fort troublante chez les Samazeul, Jeanne Rabier, par bravade, montra à René Samazeul comment on embrasse une femme. Et cette femme était Catherine Pozzi. Reprise. J'y conduisais l'inerte et violente Jeanne Rabier, qui est assise devant la perspective d'un vague mariage et ne peut depuis des mois en bouger. Raya devant la décider au pas suprême en avant ou en arrière. En même temps, j'ai, malgré un de mes moi qui trouvait ça inutile et démoralisant, montré un instant ma main. Des choses vraies que Fraya m'a dites encore sur ce que j'étais et n'étais pas. Je n'ai rien voulu écouter. Non, l'avenir, l'avenir, mon été. Parenthèse. Ce dernier de mes étés, cet été qui vraiment sera pour moi aussi le pas suprême, cet été, que je commence avec une telle fatigue, mon Dieu, avec la grande fatigue. Fin de parenthèse. Bayreuth, un peu de Sils, qui sait. En effet, je chercherai et trouverai, je le veux, la mer solitaire où je golferai au loin mon amertume des exaspérations estivales. Mais si ce septembre sera doux, avec des larmes d'apaisement et de liberté retrouvées, il ne contiendra pas le profond délice. Je le sais trop. Suite, sans date, juin 1906. En anglais, voici la traduction. L'Angleterre est loin passée. La saison fut aussi décevante que les soirées parisiennes. Une quinzaine dans une demi-solitude, j'avais une femme de chambre, je ne peux rien contre les femmes de chambre. Donc, une quinzaine dans une demi-solitude à Brighton m'a réparé. J'ai joué au golf et acheté des livres. J'ai appris une chose à mon propos, quelques-unes à propos de l'âme anglaise. Je ne regrette pas, ainsi que Fraya le disait, mais j'ai été fatiguée. Une note était attachée à je ne peux rien contre les femmes de chambre. La note était Catherine fait ici allusion au fait que, malgré son désir d'autonomie et de solitude exaucé une fois par sa mère, d'ailleurs en cachette de Samuel Pozzi, elle ne pouvait décemment se passer en voyage d'une femme de chambre. Cela ne se faisait pas alors. Suite sans date. Novembre 1906. Donc l'été est passé. 3. Que je rends fou. 3 désirs dont je me caresse les nerfs. Pneumatiques et téléphonages et phrases haletantes. Oh, décision sur ma grande soif. Mais la vie revient, je travaille. Bel effort de juillet.
Tu germes. Marie le Châtelier est venue ce soir. Je lui ai dit, vous savez, il y a une des complications d'autrefois qui reparaît. Et elle a eu une de ces belles ironies affectueuses. Lequel? Le premier, le duc? Non, le troisième, l'autre? Ah, le second, oui, le second. Et de nouveau charmant, comme chante la Dumas, à misère. Nous avons causé longtemps ensemble. Quand elle est partie, je lui ai raconté que le dernier adieu d'Audrey, porte-toi bien, me faisait mal. J'ai dérivé depuis. Note, porte-toi bien. Bien se porter doit se comprendre dans le sens de exigeante, soit difficile, soit exigeante. Reprise. Ô Marie, un jour viendra où vous ne m'aimerez plus. Mais elle, de sa voix grave et douce, a répondu qu'elle m'aimerait toujours parce qu'elle sentait combien m'était nécessaire une tendresse sûre, qu'on sait là, inchangeable. Seulement, comme je l'embrassais, ne me faites pas trop de méchanceté, car je vous les pardonnerai. La pire des rosseries, elle l'a effacée d'un sourire. Quelle hauteur! Sans date. Fin 1906, quelques semaines ont passé. Le duc a déjeuné hier. Note. Henri le duc, professeur à la faculté des sciences, que Catherine connaissait depuis l'adolescence. Il allait épouser la fille du professeur d'Astre, Francine. Reprise. À déjeuner hier, tout est devenu autre lorsqu'il est entré, des portes ouvertes sur le vaste monde. Il y a peu de temps, qui parlait de lui, qui savait son existence, et plus riche que Curie. Voici ce qu'il apporte. Note. Pierre et Marie Curie avaient reçu en commun le prix Nobel de physique en 1903. Pierre Curie venait de mourir le 19 avril 1906. Reprise. Voici ce qu'il apporte. La génération spontanée. Clé plus effarante que les lois de Newton et de Kepler. Oh, la vie dans le minéral, dans la poussière, la possibilité d'un cœur. Note, on aura reconnu en effet le principe de la génération spontanée dont la fausseté avait pourtant été démontrée déjà par les travaux de Pasteur dans les années 1859 à 1861. Reprise, la génération spontanée, presque un pas vers Dieu. D'Astre et Lebon, note Gustave Lebon, mort en 1931, spécialiste de l'histoire des peuples et des civilisations, sociologue, psychologue, philosophe, médecin hygiéniste, a rénové les principes de la physique en considérant la matière comme une forme condensée de l'énergie. Il venait de publier en 1905 L'évolution de la matière. D'Astre et Lebon et d'autres étaient là, tandis qu'ils discutaient sur l'ionisation, un don plus humain sans doute, mais moins haletant, je regardais les yeux de Leduc. Depuis Schwab, je n'ai pas vu entre des cils plus de lumière. Mais Schwab, c'était de la lumière ironie, de la lumière incisive, celle-ci est toute pensée. Que cet homme est monté haut. Il discutait, expliquait, mais d'un autre monde, d'un monde à venir, d'où ses paroles tombaient avec une sérénité éclatante. Parenthèse. Ce n'est pas un jeu littéraire auquel je me livre, c'est une photographie pour moi, prise vraie. Fin de parenthèse. Un des seuls instants où j'ai su que j'entrais dans une âme hier. La science. Je l'ai contemplée comme il la voit. Et tout autre idéal est devenu petit, misérablement. Un rude orgueil quand même. L'orgueil de celui qui veut bien mourir, qui veut bien avoir eu tort pour la vérité. Un effrayant orgueil. Et ma façon de voir les autres et de leur parler, sourire. Le duc, un dieu quand même. Pendant le déjeuner, Lebon était mon voisin. Guillemets. Soyez tranquille, je ne vous parlerai pas de vos livres. Fin de guillemets. Je m'en tins d'abord à ses idées sur l'équitation. Note. L'esprit encyclopédique de Gustave Lebon
s'étendit jusqu'à l'équitation actuelle et ses principes, recherche expérimentale, paru aux éditions Firmin Didot en 1892, reprise. À ses idées sur l'équitation qu'il a été assez étonné que je sache. Mais une phrase de mon père me rejeta vers le courant redouté. Et, guillemets, ne parlons pas philosophie, mademoiselle. Je suis toujours curieux d'observer les déformations que subit un système en passant par une cervelle féminine. Fin de guillemets. Vieille barbe, teinte, va, pour, guillemets, voir si je savais quelque chose, fin de guillemets. Il me pria d'expliquer comment l'espace et le temps étaient des formes de notre sensibilité. C'était Ross. Mais il n'est pas nécessaire de savoir Kant par cœur. Il flotte dans l'air. Pour qui il lit? Je m'en tirais, à son étonnement du reste, et au mien. Car les catégories ne m'occupent guère, et ne m'ont jadis que peu occupé. Mais Kant, il nous a tous opéré de la cataracte. Et après Schopenhauer, comment ne pas le comprendre aussi vite que A plus B égale B plus A? Le bon continua à me piocher, et peut-être en revint-il sur les cervelles féminines, non, car il me semble de ceux qui seuls s'intéressent. Et je lui dis 2 fois qu'il n'avait pas le sens philosophique, ce qui était vrai. Et rions-en toute seule. Plusieurs pages découpées. Épilogue en italique. Au printemps de 1907, après une nouvelle violente dispute avec son père, Catherine quitta la France et trouva refuge à l'université d'Oxford, au St. Hugh's College. Admise d'abord à titre provisoire, elle y fit rapidement ses preuves et reçut l'autorisation à la fin du trimestre de revenir étudier à l'automne. Fière d'elle, elle retourna en France voir sa famille, non sans avoir retenu un appartement pour son futur séjour. Mais elle dut céder aux pleurs, prières et menaces de sa mère. Elle ne revint pas en Angleterre, et en ressentit, après cette parenthèse libre et studieuse, le sentiment irréversible et dramatique de la négation de son intelligence. En signe de compensation, on offrit à la bonne cavalière qu'était Catherine une saison de chasse à court à Pau. L'été suivant, Édouard Bourdet, qui avait récemment perdu sa mère, séjourna à la Grollet. Il comprit qu'il lui faudrait, de retour à Paris, surprendre cette jeune femme indépendante s'il souhaitait exister à ses yeux. Il loua et aménagea un petit pied-à-terre au 91 rue de Grenelle pour accueillir celle qu'il désirait pour maîtresse. Catherine, refusant tout flirt, proposa le mariage clair et net. Guillemets. Il a voulu m'embrasser, écrira Catherine dans un petit cahier de 1921 destiné à son fils. Il m'avait surprise par ses mains douces. Il se promenait sous mes fenêtres la nuit. Il était riche et jeune. Je voyais un mur devant le bonheur, voilà. Fin de guillemets. Ils se marièrent donc en janvier 1909 à Saint-Pierre de Chaillot. Dès leur voyage de noces à Cannes, ils avaient compris leur erreur. En octobre 1909 naquit leur fils Claude, juste avant qu'Édouard Bourdet, promis à la vie d'agent de change à la bourse, n'entamât une brillante carrière d'auteur dramatique. Sa première pièce, écrite en 15 jours pendant le séjour cannois et créée en 1910, le Rubicon, évoquait un jeune marié qui n'a pas réussi à séduire sa propre femme restée sur l'autre rive. À cette crise morale que Catherine essaya de regarder en face, s'ajouta la grave maladie qui allait désormais menacer cette femme déjà asthmatique dès l'été 1912. Atteinte de tuberculose, elle ne se sentit jamais plus qu'en rémission. En janvier 1913, alors qu'elle croyait avoir recouvré des forces après diverses cures en Allemagne et en Suisse, Catherine éprouva le besoin de renouer avec son passé en commençant à écrire son journal d'adulte. Guillemets.
Quand j'étais jeune fille, gosse, adolescente, est-ce que mes plus belles heures n'ont pas été passées sur des cahiers analogues, à évoquer mes dieux, chers dieux, que le mariage a fait fuir, revenez, vous vous êtes trompés, je suis seule comme avant, comme vous avez fui, fin de guillemets. Elle n'arrêta de tenir son journal intime que quelques jours avant de mourir, le 3 décembre 1934, à 52 ans. Quelques vers, deuxième strophe du poème Maya, écrit de janvier 1932 à novembre 1933 et publié après sa mort dans la revue Mesure de 1935. Voici les vers. D'un corps qui ne m'est plus, que fuit enfin la flamme, l'âme est un nom chéri, détesté du destin. Que s'arrête le temps, que s'affaisse la trame. Je reviens sur mes pas vers l'abîme enfantin. Fin du livre.